Avez-vous déjà vu à quoi ressemble la sortie d'une alimentation de secteur sans coupure? Propre ou pas propre? Rapide ou lente? J'en essaie une aujourd'hui. Bidouilleur, bidouilleuse, salut! Mon ami Jacques m'a envoyé les résultats de transfert de son système d'alimentation de secteur sans coupure, communément appelé un UPS, pour Uninterruptible Power Supply, un UPS. Je me suis dit que je me devais de faire les mêmes essais qu'il a fait et de vous montrer mes résultats saisis sur Oscilloscope. Je vous montrerai les résultats de Jacques à la fin de cette vidéo. J'ai en ma possession plusieurs unités UPS similaires à celle-ci. Ce sont des unités datant des années 90 et 2000. Pas jeunes, mais qui font toujours un excellent travail, soit de pallier aux coupures de courant de secteur sur les systèmes informatiques ici dans mon entourage. Le principe général d'un UPS ou d'une alimentation de secteur sans coupure, c'est qu'il y a évidemment deux conditions. La condition normale, on dirait lorsque le secteur fonctionne, c'est bien sûr que l'unité va charger sa batterie et donc pour être toujours prêt et bien sûr va fournir directement l'alimentation aux éléments qui sont branchés sur l'UPS. Donc ça, c'est vraiment la condition normale. Donc très peu de courant, très peu d'activité autre que de charger la batterie. Lorsqu'il y a une condition de coupure du courant du secteur, l'unité est toujours alimentée par la batterie qui est à l'intérieur et cette batterie-là va faire un transfert pour fournir l'énergie maintenant non seulement directement à partir du secteur, mais à partir d'un inverseur qui va prendre une tension CC venant de la batterie et qui va produire un signal, un courant CA pour bien sûr fournir l'énergie aux éléments qui y sont branchés. Et là, ce transfert-là doit se faire très rapidement pour ne pas que l'ordinateur, ou en tout cas l'élément qui y est branché, il voit une coupure suffisamment longue pour figer ou générer un problème. Tout doit se faire dans quelques millisecondes pour que ce soit totalement transparent. Et bien sûr, lorsque l'électricité sur le secteur revient, on transfère à la condition normale et le chargeur va bien sûr recharger la batterie. Alors, c'est bon habituellement, ce principe, pour quelques minutes. L'idée n'est pas de fournir des heures et des heures d'énergie, c'est pour pallier à une coupure, donc temporaire, et on s'attend à ce que l'usager vienne faire éteindre l'ordinateur, puisse sauvegarder ses documents qu'il est en train d'éditer, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment pour pallier à une coupure rapide et temporaire. Mon unité UPS est de marque APC. Le modèle est le Back UPS ou Backups 400. Vous aurez deviné qu'elle a la capacité de fournir 400 voltampères en sortie. Elle contient une batterie scellée au plomb acide 12 volts à 7 ampères-heure, comme celle-ci. L'unité offre aussi la suppression des surtensions à base de MOV et un circuit LC de filtrage de bruit du secteur. Il n'y a pas grand-chose à montrer sur l'unité autre qu'un interrupteur principal ainsi qu'un étouffoir d'alarme sonore à l'avant. À l'arrière, le cordon de secteur, deux prises de sortie protégées, un disjoncteur et quelques interrupteurs DIP pour configurer certains paramètres comme la tension de coupure. Le connecteur DB9 permet un contrôle de l'unité par l'ordinateur qui est protégé. Sur des unités plus récentes, il y aurait évidemment un connecteur USB plutôt qu'un connecteur DB9. Vous vous demandez ce que je vais faire comme essai aujourd'hui? Voyez un dessin du montage. Alors voici le montage proposé aujourd'hui. Notre unité en essai, c'est l'UPS ici au centre. Je vais l'alimenter avec un autotransformateur, un variac si vous voulez. Ici, en Amérique, c'est 120 volts, 60 Hz, la tension et fréquence du secteur. Donc, j'aurai la capacité de varier la tension à l'entrée de l'UPS, la tension de secteur, pour voir son comportement. En sortie, je vais brancher une charge. Ça va être une ampoule de 100 watts, tout simplement, pour maintenir une charge minimale
Sinon, s'il n'y avait pas de charge, ça ne représenterait probablement pas la vraie vie. Bon, 100 watts, c'est probablement typique d'un ordinateur de bureau là, qui n'est pas en plein travail de faire de la compilation là, avec un écran LCD. Là. Disons que c'est réaliste. C'est peut-être un peu faible, mais quand même, ça donnera une bonne idée. Bon, alors sur le secteur, sur la sortie de l'UPS, j'y brancherai aussi un multimètre. C'est un multimètre qui est bien sûr conçu pour être branché directement sur le secteur, comme la plupart des multimètres. C'est un multimètre de table HP. Alors, on aura la chance de faire des mesures plus exactes, avec plus de résolution de la tension de secteur. Aussi, pour voir la forme de l'onde, je vais y brancher sur la sortie une sonde active différentielle. Et j'insiste ici sur le mot, c'est une sonde différentielle et elle est conçue pour travailler à des tensions de secteur. Alors, gros avantage d'une sonde différentielle, bien sûr, c'est que ça nous offre une protection par rapport à l'oscilloscope, qui lui est mis bien sûr à la masse, ou à la terre, je devrais dire même. Il y a un diviseur par 100 sur cette sonde, donc on travaillera avec une tension là, de l'ordre de 1 volt, donc une tension très faible. Bien sûr, la sonde différentielle sera référencée à la Terre, elle aussi. Donc, c'est la façon la plus sensée de faire une mesure de secteur dans ce cas-ci. J'insiste sur le fait que ça doit être une sonde différentielle qui est conçue pour, donc qui est capable pour prendre une grosse différence de potentiel ici. Et donc, ces entrées sont l'équivalent, si vous voulez, d'être flottantes, puisque l'impédance d'entrée est extrêmement élevée ici. Ce qu'on aurait pu essayer de faire, c'est d'y mettre un transformateur ici, un transformateur d'abaissement. Par contre, j'ai des hésitations puisque je pense que la bande passante d'un transformateur d'abaissement pourrait limiter la qualité des mesures qu'on y fait. L'avantage de la sonde différentielle, c'est qu'elle a une bande passante assez élevée, là, dans les kilohertz et plus. Donc, on va être capable de voir la réponse rapide avec un transformateur d'abaissement qui, bien sûr, aurait isolé l'entrée de l'oscilloscope du secteur. Je crois qu'il y aurait eu une atténuation des hautes fréquences. Alors, l'idéal, c'est d'utiliser une sonde active différentielle ici. Alors, ça nous offre la protection et ça nous offre toute la bande passante qu'on désire avoir. Mesurer le secteur, comme je vais le faire, ça comporte des risques pour la santé. À moins que vous ne sachiez exactement ce que vous faites et que vous n'ayez les instruments appropriés, comme une sonde différentielle à haute impédance capable de travailler sur le secteur, je vous déconseille fortement de faire ces expériences. Je les fais et vous les montre aujourd'hui pour que vous n'ayez pas à les faire. Vous faites ce genre de manipulation à vos risques et périls. Bon, maintenant que l'aspect sécurité est couvert, allons-y avec les premiers essais. Alors, voici le montage. En tout cas, vous voyez de façon partielle. Là. Vous avez l'UPS ici. Et bien sûr, je l'alimente en entrée par ce variac qui va me servir à faire un test de tension d'évanouissement un petit peu plus tard. Alors, lui alimente le secteur à l'UPS. L'UPS, à sa sortie, il y a l'ampoule qui est ici, de 100 watts, 120 volts 100 watts, qui est branchée sur une des sorties. En parallèle, avec l'ampoule, il y a la sonde différentielle, qui, elle, s'en va à l'oscilloscope, qui est hors champ. Et vous avez finalement le multimètre, avec les deux fils, les fiches bananes ici, qui lui aussi est hors champ. Vous allez le voir, le résultat affiché en temps réel, en même temps que l'oscilloscope, dans le prochain segment vidéo. Alors, j'utilise aussi le petit interrupteur qu'il y a ici pour complètement couper l'électricité au montage. Donc, c'est comme ceci que je vais simuler la coupure de courant d'alimentation de secteur. Alors, c'est aussi simple que ça. Je suis donc prêt maintenant à faire les premiers essais. Première chose qu'on va vous montrer, bien sûr, c'est l'allure du signal normal, sans protection. Alors oui, première mesure, le montage est alimenté par le secteur présentement. J'ai donc mis le variac à 120 volts, là, comme s'il n'y avait pas de variation. La charge est allumée. La sonde différentielle fournit donc son signal à l'oscilloscope. Bien sûr, ça passe à travers l'UPS, mais l'UPS présentement n'est pas en mode de protection, là. Il n'est pas en mode sur batterie. Il est présentement en train de charger sa batterie et il laisse passer simplement le secteur.
vers la charge. Et donc, ce que vous voyez sur le dessin de l'oscilloscope, c'est le signal vu, bien sûr, à travers la sonde différentielle, divisé par 100. On a donc 121,2,3 volts et c'est confirmé juste en dessous sur le voltmètre. Ici, 121,3 volts. Ça, c'est le voltmètre HP 3478A qui est branché. C'est un voltmètre True RMS. Donc, il va vraiment mesurer la valeur RMS du signal, tout comme cette mesure ici à l'oscilloscope qui va indiquer aussi la valeur RMS. Donc, les deux sont en concordance. C'était une vérification pour s'assurer que l'oscilloscope fait un bon travail présentement pour mesurer. Alors, la forme du signal, du secteur, elle est bien sûr sinusoïdale. Écoutez, il y a un petit peu de distorsion là, dans le haut ici. Est-ce que c'est le secteur? Est-ce que c'est l'UPS? Donc l'UPS, le circuit de filtrage en entrée là, qui affecte un petit peu l'arrondi dans le haut. Je ne saurais trop vous dire, mais c'est ce qui est présentement mesuré à la sortie de l'UPS. Bon, c'est essentiellement sinusoïdal, on va se dire les vraies choses. OK, alors là, je vais faire une coupure d'alimentation et on va regarder qu'est-ce qui survient. Alors, j'ai la main ici à gauche et j'interromps le signal du secteur et on va voir, bien sûr, le signal produit par l'UPS. Alors, vous allez peut-être entendre le bruit et l'alarme. C'est bien sûr, quand je coupe le secteur, il y a une alarme qui sonne ici sur l'UPS. Alors, j'y vais. OK, alors vous avez constaté que je vais étouffer l'alarme, ça ne devrait plus sonner. Vous avez remarqué qu'il y a eu une descente dans l'intensité de l'ampoule. Je ne sais pas si vous avez remarqué parce que je parle, mais la tension s'est stabilisée à 113,7, 8 là, à peu près. Je vais retourner sur le secteur pour revoir le passage. Bon, parfait. Vous noterez, lorsque je coupe, il y a la tension ici. Regardez, concentrez-vous sur le multimètre, sur le voltmètre, ici, juste ici en rouge, et vous verrez que la tension va monter graduellement pour se stabiliser, tout de suite après la coupure. Alors, je coupe. Voyez-vous, 113, 1, 3, 4, 5, 6, 113, 6. Bon, alors, il a pris un petit peu de temps pour se stabiliser. Alors, il fournit 113,6,7 volts. C'est correct. Vous notez la forme de l'onde. C'est donc un modulateur d'impulsion, un PWM, qui produit une forme d'onde pseudo-sinusoïdale, on va dire ça comme ça, mais qui est suffisante pour des blocs d'alimentation. Ce n'est pas simplement donc une onde carrée pure et simple. Ça serait trop dur, si je peux vous dire, pour la plupart des appareils qui y sont branchés sur l'UPS. Mais une onde comme ça, pseudo-sinusoïdale, à 2 sauts, c'est déjà beaucoup mieux. Alors, je vais passer maintenant, retourner sur le secteur. Et voilà, on a fait le passage et on revient au secteur. Maintenant, ce qui va être intéressant de regarder, c'est le moment exact de la coupure. Alors, j'ai configuré l'oscilloscope pour ne saisir que le moment exact lorsqu'il y aura transition entre le secteur et la forme d'onde produite par l'UPS. Alors, je suis prêt à y aller pour saisir une forme d'onde. Alors, je coupe le secteur. 1, 2, 3. Oh, ça a été pas trop beau. Ce n'est pas trop beau, mais vous remarquerez qu'il n'y a rien qui dépasse la tension ou la pointe crête du sinus. À peu près pas. En tout cas, il y a juste cette petite pointe ici. Alors, ce n'est pas élégant, mais c'est dans la continuité de la fréquence. Si vous regardez, là, on peut dire là, que ça continue. Là, il n'y a pas, en termes de fréquence ou de séquence, c'est correct. Naturellement, on entend un relais qui fait le transfert. Et qui parle de relais, parle forcément de transitoire, de pointe de signal ici, là, le temps que le relais ferme son contact correctement. Donc, ce n'est pas propre à 100%, mais la fréquence, donc la phase, semble être préservée.
Alors, je vais maintenant saisir une autre forme d'onde, une deuxième. Vous allez voir que le résultat est assez différent d'une capture à l'autre, d'une saisie. Alors, on y va. Coupure. Voilà. Ah, ici, c'est plus propre. C'est plus propre. Alors, ce qu'on voit, bien sûr, encore une fois, c'est qu'au niveau fréquentiel, on pourrait tracer le signal sinusoïdal ici, là, et on voit donc la distance en 7 pointes, 7 pointes, 7 pointes semble assez respectée quand même. Donc, on peut vraiment dire qu'au niveau de la phase, il n'y a pas de soubresaut. Bien sûr, au niveau de la transition elle-même, il y a des petits transitoires, mais bon, je présume que c'est attendu et ce n'est absolument rien de dramatique, là. Pour le plaisir, je vais en saisir une autre juste pour voir. Alors, allons-y. Ah, alors, voilà. Alors, celle-ci est plus bruyante. Donc, il y a un contenu fréquentiel beaucoup plus riche pendant une petite fraction de seconde. C'est comme s'il y avait du bruit, si vous voulez, sur le signal. Et encore une fois, si on mesure entre ici, ici et ici, la fréquence de 60 Hz, qui est lue ici, semble bien respectée. La tension diminue, cependant, 116 volts. Donc, l'UPS, peut-être qu'à la longue se stabiliserait, et je ne sais pas si c'est dû à la condition de la batterie, mais l'UPS fournit une tension qui est plus basse, et on le voit bien, la lumière, bien sûr, l'ampoule clignote au moment même où il y a coupure, et il y a abaissement. Bon. Alors, là, on a vérifié le passage entre le secteur et l'UPS. Regardons le contraire entre l'UPS et le secteur. Est-ce que la transition va être aussi belle, pire ou meilleure? OK, alors j'ai reconfiguré l'oscilloscope pour saisir des pulsations un peu plus larges, soit celles sinusoïdales. Et là, je suis présentement en protection, c'est l'UPS qui travaille, 113 volts. Et je vais faire repasser sur le secteur et ça devrait saisir le transfert. Voilà. Alors, on voit le transfert ici. Alors, on passe vraiment de l'onde pseudo-sinusoïdale, donc PWM bipolaire, directement au signal sinusoïdal. Encore une fois, la fréquence semble essentiellement être respectée. Peut-être un écart légèrement plus grand ici. On voit vraiment que c'est une coupure directe, c'est-à-dire qu'on passe directement au signal sinusoïdal, le relais relâche tout simplement. Alors, je vais refaire une autre saisie juste pour qu'on s'en convainque. Voilà. Et voilà. Ouais, alors c'est ça. Le retour semble être plus propre. Ce n'est qu'un transfert, donc l'oscillateur fonctionne déjà et il n'arrête probablement que seulement après que le transfert ait été fait sur le retour sur l'onde sinusoïdale. Et donc, c'est une transition qui est beaucoup plus propre. Alors ça, c'est assez clair. OK, alors qu'est-ce qu'on peut vérifier? Bien, on peut atténuer, donc diminuer l'amplitude du secteur pour voir à quelle tension l'UPS, parce qu'on va créer donc un évanouissement du secteur, pour voir à quelle tension l'UPS va embarquer, va transférer et prendre contrôle. Alors, c'est à essayer tout de suite. Alors voilà, jetez un coup d'œil sur le voltmètre, bien sûr, pour regarder. Alors, je descends graduellement la tension. Ça descend assez vite. Il faut que j'aille doucement sur le variac. 114. On va voir à quelle tension l'appareil va considérer que c'est anormal et qu'il doit prendre la relève. Moi, je vous dirais, là, je vais estimer 105 volts. En bas de 105, là, je pense que ce n'est plus considéré comme étant... Ah, il descend. OK, on continue. 103, 102. Alors, est-ce que c'est 100 volts? Hop, voilà, il a coupé. On a vu quoi? 102, 101, quelque chose du genre. Et si on retourne, à quelle tension est-ce qu'il va... Ah, tout de suite, je suis retourné à 103, 104. Alors, je peux redescendre légèrement. On va essayer d'y aller plus doucement pour voir à quelle tension ça va couper. Et voilà. On a été rendu à environ 101, 101 volts. Et je remonte légèrement. Là, naturellement, hop, 102. OK, alors il y a définitivement une hystérésis. Donc, je dois remonter légèrement pour que ça revienne au secteur. Là, j'ai reculé un petit peu, puis c'est retourné sur l'UPS. Et je remonte légèrement. Et ça retourne au secteur.
Donc, naturellement, dans ce cas-ci, présentement, comme la tension à l'entrée de l'UPS est très basse, c'est plus atténué, donc c'est moins clair sur le secteur que ça l'est avec l'UPS. L'UPS semble toujours sortir 113-114 volts. Je vais diminuer la tension du secteur. Vous allez voir que ça va, sur le voltmètre, ça va monter à 113. C'est la tension que l'UPS fournit, lui, indépendamment de la tension d'entrée. Alors, je diminue, et voilà. On est passé sur l'UPS et vous avez vu l'intensité qui a monté. Hop, là, on est retourné sur le secteur. On est retourné tout seul parce qu'on est, on est dans une zone vraiment limite, là, très limite. Ouais, alors, je remonte un petit peu et il retourne sur le secteur. Et là, je vais augmenter le secteur à nouveau. Faire monter ça jusqu'à 120, qui est la tension supposément nominale. Dans le passé, ça a déjà été 115, même 110, mais on considère que 120 volts, c'est la tension nominale, et 240 lorsqu'on travaille avec les deux phases en opposition, ici en Amérique. Alors voilà, là on a testé le transfert, le retour, on a testé l'évanouissement de la tension et la récupération de la tension, bien sûr. Qu'est-ce qui resterait à tester? Bien, on pourrait regarder la fonction FFT, donc le spectre fréquentiel du signal sinusoïdal venant du secteur. Alors on a, à l'œil, on a facilement 30 décibels entre le signal fondamental à 60 Hz et sa troisième harmonique à 180 Hz. La deuxième harmonique ici étant trop faible. Si on écrase le bout de l'onde sinusoïdale légèrement, ben, on se trouve à s'approcher un peu d'une onde carrée. Alors c'est pour ça qu'on saute la deuxième essentiellement et on tombe à la troisième à 180. Et ensuite la quatrième n'est pas là et à la cinquième à 300 Hz. Et là on est quand même un autre 3-4 décibels plus bas et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc ça c'est l'onde sinusoïdale, relativement propre on pourra dire, là, étant donné que c'est de l'alimentation de secteur, pas un signal radio. Maintenant, à quoi ressemble l'onde de l'UPS? Ah ben là, préparez-vous à avoir des pointus, beaucoup de pointus. Et voici le signal. Alors, on a notre 60 Hz juste ici. Et bien sûr, encore une fois, le 180 ou quelque chose, ouais, 180, 300 et ainsi de suite. Alors, on voit que la différence entre les deux, c'est quoi? 11 décibels, peut-être 12 décibels, pas plus. Donc, le signal est évidemment composé d'ondes très carrées, là, hein? On peut dire ça comme ça, là. Donc, on s'attendrait à avoir beaucoup plus de contenu harmonique, et ça va aller en montant beaucoup. J'arrête à 1 kHz, mais ça va aller dans les quelques kHz, c'est certain. Alors, on a la bonne démonstration ici que c'est bon pour fournir une alimentation à un bloc d'alimentation de secteur sur un ordinateur, par exemple, mais ce n'est pas bon pour faire de l'écoute radio ou avec une radio connectée sur un UPS comme ça, là. Ça risque de générer beaucoup d'interférences. Au sujet de la tension de sortie, on conclut que la tension crête correspond à la tension crête typique du secteur, mais que la tension RMS est fixe à plus ou moins 113 volts dans cette unité et avec un nominal de 115 volts plus ou moins 5 %. On a confirmé cette tension durant le test d'évanouissement. Ce UPS a la capacité de détecter les pertes d'alimentation de secteurs courtes et longues, abruptes et graduelles, mais pas de détecter et de réagir aux surtensions. En tout cas, pas le modèle que j'ai testé ici. Avec l'autotransformateur Variac, j'ai induit une surtension de 140 volts, mais ça n'a rien causé, pas de déclenchement de transfert, pas de protection. Cette incapacité est d'ailleurs confirmée dans la fiche technique. Je le dis parce que certaines autres unités ont la capacité aussi de protéger pour des surtensions à long terme. Un aspect que je n'ai pas couvert est la capacité de réagir à des coupures très rapides du secteur, pour voir si le transfert serait aussi élégant. Cela exigerait cependant un arrangement plus sophistiqué que quelque chose de manuel comme j'utilisais, un arrangement pouvant interrompre le secteur pour quelques millisecondes. Un simple relais ne serait pas suffisant pour produire des coupures si rapides.
Ceci dit, aucune spécification n'est fournie à ce sujet dans la notice. Donc, ça n'aurait été qu'un essai par curiosité. Le modèle de UPS testé, l'ancien APC Backups 400, produit une sortie à palier approximant très grossièrement la forme sinusoïdale. Mais il existe mieux de nos jours. Je vous montre ici la réponse temporelle à une coupure de courant sur un UPS APC de 900 watts beaucoup plus récent et beaucoup plus cher, celui de mon ami Jacques. On est en présence ici d'un appareil équipé d'une sortie de puissance linéaire, dérivée d'un générateur d'ondes sinusoïdales, visiblement. Le résultat est beaucoup plus propre et plus fidèle à une sinusoïde. Cependant, le temps de transfert est très similaire au modèle que j'ai testé, soit entre 5 et 10 millisecondes pour le transfert et de l'ordre de 5 millisecondes pour le retour au secteur. Donc, on n'a pas amélioré de ce côté. Bien voilà, ça couvre ce que je voulais faire aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'exercice. Je vous rappelle d'être très prudent quand il s'agit du secteur. Si vous n'êtes pas absolument certain que vos manipulations sont sécuritaires, abstenez-vous, tout simplement. J'aimerais vous garder longtemps comme abonné à ma chaîne. Merci et à la prochaine.